Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. CEMA TV est en vacances et cette semaine, on vous propose des entrevues réalisées un peu plus tôt cette année. Depuis le mois de janvier, on va se remémorer ce qui s'est passé chez nous. Entre autres, on va se déplacer du côté de la Glace au Carnaval de Québec. Une équipe de la région s'est démarquée lors d'une course de canot à glace. C'est l'équipe des gagnés. D'ailleurs, Gilbert Lavoie, qui était le capitaine de l'équipe lors de cette course, va venir nous en parler. Gaël Alcirin et Lola Vidal, ils sont de l'équipe immigration de la MRC de Montmagny. Ils ont fait une mission au Costa Rica. Ils sont en studio avec Michel Momini pour nous donner plus de détails. Et aussi, l'auteur Brian Perrault a fait paraître un nouveau livre ce printemps. Alors, on discute avec lui dans quelques instants. Nous, présentement, nous sommes du côté des jardins urbain au centre-ville de Montmagny, jouxtant la bibliothèque de Montmagny et la place Montel. Et on vous invite à venir découvrir cet endroit plein d'odeurs et magnifique. La première fin de semaine du Carnaval de Québec, il y avait la course en canot, la traditionnelle course en canot qui a pris une halte pendant 2 ans à cause de la pandémie. Et là, on s'est retrouvés sur les glaces le 5 février dernier. Ouais. Et l'équipe de Montmagny, dont je suis très fier, a remporté la première, pas la première victoire, mais la victoire dans la classe, c'est important de le mentionner, classe sport du Carnaval de Québec. Gilbert Lavoie, qui était accompagné de Vincent Cordeau, Simon et Michel Fortin, Daniel Tremblay de l'Île aux Coudes. Je devrais dire le capitaine Gilbert Lavoie. Merci d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir, Michel. Gilbert, comment ça se passe? Parce que on imagine sur le fleuve, en plein hiver, en plein mois de février, en plus qu'on avait eu une vague de froid le vendredi et le samedi, on a connu des records de froid, le moins 50. Comment ça se passe? C'est quoi l'idée d'aller s'acheter sur le fleuve, là, pour faire une course en canot? On dit souvent qu'il faut être un peu fou pour faire ce sport, parce que c'est un sport extrême, mais moi je dis que c'est le plus beau sport au monde. D'abord, dans le décor où on le pratique, hein, on est en plein air, on est sur le fleuve. Puis à Québec, c'est encore un décor merveilleux, hein, avec le château Frontenac d'un côté, Lévis de l'autre côté. C'est la course la plus prestigieuse. Mais à des moins 30 et plus, on évite de... On prend un break une journée ou deux quand il fait des temps comme ça. On fait d'autres entraînements. Qu'est-ce que ça prend, Gilbert? Ne va pas sur le fleuve en plein mois de février courir avec un canot. Qui veut, là? Non. Ça prend de l'entraînement, là. Oui, c'est ça. Comme on le dit souvent, on ne se met pas en forme à faire du canot. Il faut être en forme avant d'en faire parce que là, c'est trop dur. Là, si tu commences à zéro et tu fais du canot pour compétitionner, ça ne marche pas. Il faut que tu aies une bonne condition physique, que tu essayes de maintenir la condition physique toute l'année d'abord, puis parce que c'est pas facile de réunir des gens à faire du canot à des fréquences assez rapprochées. Pour en faire souvent, là, c'est plus compliqué qu'autrefois. Qu'est-ce que ça prend comme entraînement? Bien, ça prend... aujourd'hui, on demande beaucoup de cardiovasculaire, hein, et ça prend une bonne chimie entre les équipiers, là, ça prend de bon ensemble, puis...
idéalement, quand tu n'en es pas à ta première année, c'est plus facile. Quand tu as des recrues dans le canot, des fois, tu as l'impression de recommencer. Il faut que tu enseignes un peu les méthodes, mais c'est vraiment un beau sport. Puis oui, évidemment qu'il faut être en bonne forme pour pouvoir performer au minimum, là. Bon, vous étiez dans la classe sport. Oui. C'est quoi la classe sport par rapport... est-ce qu'il y a différentes catégories? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de participants. D'abord, la course en canot est dans les fins des années 70, début 80, il y avait à peu près entre 12 et 15 canots au total dans les deux classes. Puis maintenant, il y en a près d'une soixantaine. À Québec, la semaine dernière, le 5 février, on était à 55 sur le départ, dont 24 dans la classe sport. Puis maintenant, c'est séparé comme en 4 catégories. La plus haute compétition, c'est la classe élite. Ça, tout le monde peut s'en aller dans la classe élite, mais on s'entend que tout le monde ne peut pas se classer dans les premiers dans la classe élite. Ça prend vraiment des équipes vraiment bien entraînées, bien formées, puis avec un équipement. Vous avez déjà fait partie de... Oui, on a couru... moi, j'ai participé pendant environ 38 ans dans la classe élite. OK. Vous étiez 9e au départ, oui. Quand même, sur 24? Oui. C'est bon? Oui. Et c'est quoi? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le... Est-ce qu'il y a un peu comme on fait en course automobile, là? C'est que... Oui. Il y a une préliminaire? Bien, à l'époque, il y avait toujours une préliminaire avant la course. Maintenant, c'est les points que tu peux accumuler avec les courses précédentes. Mais avec la pandémie, ça a été un tirage au sort pour cette année. Cette année, on repartit comme à zéro, fait que ça a été un tirage au sort. Il n'y a pas de préliminaire maintenant avant chaque course. Puis pour les courses subséquentes, c'est ton rang, ton classement de la course précédente qui détermine ton rang de départ. Donc, pour cette année, c'était vraiment un tirage au sort. On était 9e sur 24. C'était pas si mal. On était, oui, dans le milieu d'un peloton. Là, c'était assez corsé au départ, mais on s'en est bien tiré. Bon, tu me disais un peu avant l'entrevue que ça a été une course, je le mets entre guillemets, plus facile parce qu'on parlait du froid, là, les moins 50 de vendredi et samedi. Il y avait plus de glace. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été plus embarrassant, mais c'est le contraire. Non, ça a un peu facilité la chose parce que la glace est un peu plus solide. Quand il y a des périodes de doux temps, souvent la glace est mauvaise. La neige qui se mêle au travers de tout ça, c'est moins, ça glisse moins, le fartage est moins efficace. C'était vraiment des belles conditions. Pour notre équipe, c'était des belles conditions. Pour certaines équipes, c'était peut-être un peu trop de glace. Mais pour la nôtre, c'était parfait. C'était les conditions idéales pour nous. OK. Quand il y a moins de glace, vous avez les pieds dans l'eau. Il ne faut pas être habillé, là. Faut quand même avoir une facilité de se déplacer. Vous n'avez pas des bottes jusque-là, là. Comment vous êtes habillé? Non, on n'a pas de dry suit, là. C'est plus des sous-vêtements, oui, de bonne qualité, avec comme un suit de ski de fond par-dessus, c'est tout, là. On ne s'habille pas plus que ça. Au niveau des chaussures, c'est des chaussures en néoprène avec des crampons, naturellement, avec des souliers à crampons. Puis il y a différentes... maintenant, il y a différentes sortes d'équipements, là, vraiment des équipements plus high-tech que d'autres. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Fait que donc, on n'est pas vraiment protégé contre ça, mais non plus, c'est pas si... On va pas dans l'eau souvent en haut du genou, là. Ça va arriver en poussant, mais à part de ça, c'est... À moins que tu tombes à l'eau. Ça arrive à chaque compétition. Il finit par avoir quelqu'un qui sauce un peu plus, là, mais... Qu'est-ce qu'on fait? On le récupère aussi? Oui, bien, si... ça va arriver des fois à des gens moins expérimentés, mais ça m'est arrivé déjà à moins 25 là, de tomber à l'eau, mais il ne faut pas que tu lâches le canot. Il faut que tu tiennes le canot, puis il faut que ton équipage continue d'avancer. Fait que toi, tu peux te récupérer et réembarquer dans le canot. Puis... Mais le cœur en prend un coup dans ce temps-là. Hein? Il a envie d'arrêter, mais ça prend quelques minutes avant de reprendre la cadence. Puis,
Vous étiez, il y avait toi, il y avait Vincent, Simon, Michel, ça veut dire que vous étiez 5 membres d'équipage. Il me semble que dans le temps, il était plus que ça. Est-ce que c'est un maximum? Au début, maintenant, les équipes, vraiment, c'est 5 membres d'équipage. Au début des compétitions du carnaval, même avant, il y a eu des courses avant le carnaval de Québec, donc mon père a participé. Eux, ils étaient 7 hommes d'équipage avec le capitaine, mais dans des canaux beaucoup plus courts. À ce moment-là, ça prenait vraiment une banquise solide là, pour les porter parce que ça faisait un poids vraiment intense au même endroit. Là. C'était ta 45e course. Oui. Est-ce que c'est plus difficile en 2023 que ça l'était dans les années 60, 70? Non, c'est pas plus difficile, c'est complètement différent. Le sport a été complètement transformé par les nouvelles techniques, les nouveaux équipements surtout, puis les matériaux de construction des canaux. Puis maintenant, on a des équipements quasi olympiques. Là. Ça se compare à ce qui est au niveau des matériaux. Sans rien enlever 2023, ce que je comprends, c'est que c'était plus dur dans les années 60, 70? Oui, physiquement, c'était plus dur, mais c'était moins cardiovasculaire. C'était plus une question de force physique. Parce que les canaux étaient très lourds, les canaux pesaient à 500 livres, c'était pas rare, là, entre 400 et 500. Ils étaient beaucoup plus courts. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus allongés, ils sont beaucoup mieux profilés. Donc, c'est vraiment des engins de compétition qu'on a aujourd'hui. Ça fait qu'on l'a dit, c'est la 45e. Est-ce que tu as l'intention de te rendre à 50? Si la santé me le permet, je pense en faire encore quelques-unes peut-être. Là, puis, t'as encore autant le feu sacré que tu l'avais? Ah oui. Pour moi, c'est vraiment le plus beau sport à pratiquer sur la planète, c'est le canoë à glace. Sans aucun doute. Là, tu parlais de beauté du paysage, mais pourquoi à part ça? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, bien, c'est aussi de côtoyer les gens qui le pratiquent aussi. C'est une grande famille, les canotiers, hein, fait que ça nous permet de rencontrer des gens extraordinaires, puis des gens un peu d'exception, parce qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi qui en font encore. Là. Ça fait moins longtemps qu'ils en font, mais ils sont plus âgés en âge, puis ils pratiquent encore. Sans indiscrétion, tu as quel âge? 65 ans. OK. T'es encore jeune? T'es encore... Ben, mais 65 ans, est-ce que... Bon, tu es un gars en forme, tu l'as mentionné. Mais est-ce qu'on sent l'âge oui. avec le temps? Oui, il ne faut pas nier. Faut pas nier notre âge. Il faut mieux doser tout ce qu'on fait au niveau de l'entraînement pour être capable d'être compétitif à la course en canot. La journée où que tu sens que tu te fais traîner, la passion n'est plus là. Fait que, puis aussi, il faut penser à la santé. Là, tu peux le faire quand tu as une bonne santé. Si tu menaces ta santé à faire des sports de même, t'es mieux d'arrêter. Là. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui s'en viennent? Oui. Il y a la traditionnelle course à l'île aux Coudes aussi? Oui. Elle, ça s'en vient en fin de semaine, le 18. Samedi, le 18, c'est à l'île aux Coudes. Puis aussi, il devrait... Est-ce que vous allez être là? Oui, on va être là. Bien, moi, présentement, cette année, je ne suis pas régulier dans une équipe. Je suis un peu disponible pour remplacer. Comme là, avec l'équipe de Gagné, j'ai remplacé leur capitaine. Puis aussi, je suis disponible, les gens le savent, durant la semaine, il y a des gens qui ont des empêchements, ils ont des blessures, mais je ne veux pas y aller avec n'importe quelle équipe, je veux y aller avec une équipe qui a un peu d'expérience. C'est plus le fun, l'effort est moins grand aussi pour réussir le parcours dans des temps normaux. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que là, on connaît celle de Québec, l'île aux Coudes, mais les autres? Oui, il y a le circuit en compte 5. Il y a l'île aux Coudes. Après ça, ça va se transporter à Port-Neuf. Après ça, à Rimouski. Puis la dernière, c'est le Grand Défi ou la Grande Virée, maintenant qui appelle à Québec. Ça finit le 11 mars. Il y en a pour les 4 prochaines fins de semaine. Et le 11 mars, elle est à quel endroit? Elle n'est plus dans le bassin Louise. Le départ n'est plus là. Et elle se fait sur les battures de Beauport. À partir de la rivière Saint-Charles, dans ce coin-là, aller jusqu'à l'île d'Orléans. Mais dans les années 60-70, c'était au Bassin-Louis. Oui. Il y en avait une, et c'était celle qui était au Bassin-Louis? Oui. OK. Alors, il y a celle encore du Bassin-Louis, mais plus dans le carnaval. Là, maintenant, c'est la traversée Lévis-Québec. Bien, celle du carnaval est toujours là.
Sauf qu'il y en a 2 maintenant à Québec. Il y avait celle du carnaval il y a quelques années, qui a toujours existé. Puis il y avait le grand défi des glaces aussi, qui couronnait le champion. Là. C'était un peu un marathon, ça. Il y avait 5 tours à faire. Maintenant, ils l'ont changé de place. C'est plus une question peut-être économique, là, d'organisation et tout ça. Là. C'est dur d'occuper un site comme le Bassin-Louise pour les organisateurs. Là. Faut ça prend une grosse organisation, ça prend des sous. Puis maintenant, ils l'ont changé de place, ils l'ont amené sur les battures de Beauport. Mais on l'a fait rien qu'un an. Là. Ça va se poursuivre là probablement cette année. Là. Mais c'est là que ça se passe, oui. Est-ce que, parce qu'on a eu la chance, on a eu, là, on participe à la course en canot depuis, je pense, depuis le début. Est-ce que Montmagny est une des rares places qui est encore, ou qui participe encore à la course en canot? Dans on doit être une des plus vieilles. Oui, avec les Lachance qui ont été toujours là au début, puis même, comme je disais tantôt, avec les gens des îles, soit l'îlot Grue, l'îlot Coude, l'îlot Canot, ainsi de suite, avant que le carnaval... Il y a eu des courses avant que le carnaval... avant celle du carnaval de Québec en 1931, je pense que ça a été la première. Il y en a eu quelques-unes. Il n'y en avait pas tous les ans, mais il y en a eu quelques-unes avant. Puis il y avait toujours des gens de la région ici, naturellement. Là. Puis je pense que les gens de la région, ils ont toujours été dans les équipes de tête là, dans les compétitions en canot à glace. Alors, rapidement, vous pratiquez où? Parce que vous vous mettez en forme au niveau cardio, mais est-ce que avez-vous une place sur le fleuve pour pratiquer? Nous, quand on était plus de membres de notre équipe qui demeurait à l'îlot Grue, on faisait l'aller-retour, on le faisait Montmagny, îlot Grue, là, on le faisait ça presque à tous les jours comme entraînement. Maintenant, on y va plus les fins de semaine, puis on choisit le site de Québec parce que c'est la plus prestigieuse. Fait que quand on va s'entraîner à Québec. Mais aussi, les gens en font un peu sur les battures ici, mais moins. Comme je t'ai dit, la plus prestigieuse est Québec. Les gens veulent être prêts pour faire celle-là de Québec. Puis je pense que c'est... Vous pratiquez là où vous allez... dans les mêmes conditions. Vous allez compétitionner. Oui. Félicitations. Ce magnifique trophée, d'ailleurs, que vous avez mérité là, la dernière, le 5 février dernier. Vous êtes arrivé premier dans l'Atlas Sport du Carnaval de Québec. Donc, vous êtes parti de la 9e place. Vous avez fini premier. Oui. Félicitations, Gilbert. Merci. Puis on l'a dédié cette course à notre ami Tommy Groslot, qui traverse une période assez difficile, mais c'est un homme important dans l'univers du sport à Montmagny. On voulait y dédier notre victoire. Donc, ça vous a donné une petite poussée de plus pour aller chercher la première place. Oui. Merci beaucoup, Gilbert Lavoie, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de venir nous parler de ce beau défi. Je vous félicite, puis félicitations à toute l'équipe. Je rappelle, là, Vincent Cordeau, Simon et Michel Fortin et Daniel Tremblay de l'îlot Coude avec le capitaine Gilbert Lavoie qui ont remporté la première place de la classe sport du carnaval qui était dédiée d'ailleurs à Tommy Groslot. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, ça complète. On s'arrête. Un beau moment du printemps dernier en compagnie de Gilbert Lavoie, capitaine de l'équipe de canot sur glace des Gagnés. Ça nous donne un petit coup de froid là, en cet été. Dans quelques instants, on va rejoindre Gaël Alciret et Lola Vidal. Ils sont de l'équipe immigration de la MRC de Montmagny. Ils vont nous faire un retour sur la mission au Costa Rica qu'ils ont effectuée un peu plus tôt dans l'année. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez le ville.montmagny.qc.ca/triporteur. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la.
Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Fringues et Futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Nos prochains invités, Lola Vidal, qui est agente en mobilité internationale. Bonjour, Lola. Et Gaël Alciret, qui est agent de développement en immigration, tous les deux de la MRC de Montmagny. Bonjour, Gaël. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une mission que vous êtes allé faire. On fait une mission? Oui. Oui. On fait une mission, tout à fait. Ouais. Non, mais en immigration, il faut utiliser les bons mots. Au Costa Rica. Oui. C'est la grosse misère, hein? Oui, c'était vraiment horrible. C'est vraiment pénible, votre travail. Hein? Partir au Costa Rica. Il y a des choses qui sont difficiles dans la vie. Hein? Oui, c'est ça. Dites-moi, je m'adresse à tous les deux en même temps. Pourquoi le Costa Rica? En fait, on a créé un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-costaricienne. Ça faisait partie des partenariats avec des organismes internationaux. On en a créé avec le Danemark, la Lituanie, d'autres pays, et dont le Costa Rica. Et ils organisaient un événement, un week-end de la francophonie. Donc on en a profité pour y aller et pour rencontrer vraiment visuellement ce partenaire de la Chambre de commerce. Et on en a profité aussi pour rencontrer des universités, intervenir dans des universités et rencontrer des jeunes formés, diplômés, qui ont une vraie volonté de mobilité professionnelle au Canada. Et si je peux rajouter aussi, il y a une vraie francophilie au Costa Rica, puisque depuis, si je me souviens bien, quelques années, le Costa Rica a instauré le français comme enseignement obligatoire dans l'enseignement secondaire public. Donc il y a une vraie francophilie qui est assez unique en Amérique centrale et plus globalement en Amérique latine. Oui, c'est vrai. Mais je suis content de vous entendre parler de ça. Moi, c'est de la musique à mes oreilles parce qu'on dit, et d'ailleurs c'est un des points que défend M. Legault par rapport à l'immigration, parce que les immigrants arrivent ici, mais comme la langue est une barrière à certains égards, là, le fait d'aller, et c'est ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, Lola, c'est que c'était organisé au niveau de la francophonie. Donc, déjà là, ce sont des gens qui parlent, peut-être pas couramment, mais au moins qui parlent français. Qui ont déjà des bases de français, qui parlent très bien. On est allé rencontrer, effectivement, comme a dit Lola, dans les universités, dans des filières de français. Et on a rencontré des jeunes qui parlaient très très bien français, qui s'exprimaient très bien. On était vraiment surpris avec elle, on ne s'attendait pas à ça, quoi. On ne s'attendait pas à un tel niveau. Ils parlent vraiment très très bien français, ils ont un accent neutre, ils ont beaucoup de vocabulaire. C'est des jeunes qui sont... Après, on a rencontré des étudiants qui étudiaient le français, mais c'est des gens de manière générale qui sont très disciplinés, qui sont très bien éduqués, en vrai, moi, On a noté quelques similitudes d'ailleurs avec le Québec. On s'est dit qu'il y aurait une facilité d'intégration. Il y aurait une grande facilité d'intégration, donc on était vraiment très heureux de voir ça et on pense que c'est vraiment un partenariat qui va porter ses fruits. On a hâte d'accueillir des Costariciens sur notre territoire. Et il faut dire aussi qu'il y a un vrai engouement, parce que dans les filières de français, souvent, ils sont destinés à partir en France. Et pour eux, c'est une nouvelle opportunité de pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons, dont le Québec et Montmagny. Et beaucoup, en fait, parce que le Canada a une très belle image à l'international. Il y en a beaucoup qui sont intéressés par une mobilité ou une installation de longue durée au Canada. Donc, ils sont très heureux. Il y en a beaucoup qui sont très heureux également de pouvoir partir au Canada, d'avoir une autre expérience de la francophonie qui est autre qu'en France. Ils sont très ouverts à apprendre le français en plus de l'anglais, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le Canada, c'est uniquement anglophone. Donc, eux, ils ont un très bon niveau en anglais également, mais c'est un plus aussi de pouvoir parler le français. Donc, non, c'est vraiment une bonne chose. Lola, est-ce que c'est une barrière, le français?
Est-ce que c'est une barrière pour nous d'accueillir des immigrants parce que vous êtes formés là-dedans? Là? Est-ce que c'est une barrière des gens de venir au Québec parce qu'on parle français? Ils préfèrent s'installer ou à Montréal parce qu'on sait que beaucoup d'immigrants s'installent à Montréal pour justement l'histoire de la langue. Mais partout au Canada, est-ce que le Québec, on est à part des autres? Alors, je dirais pas que c'est une barrière. Je dirais que c'est plutôt une belle opportunité pour ceux qui en ont envie, parce qu'il y a des gens, oui, qui connaissent l'anglais et parlent anglais parce que, en soi, tout le monde parle anglais et c'est une langue qui est très simple. C'est la langue universelle, il faut le dire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus facile d'aller du côté du Canada anglais. Mais on rencontre de plus en plus de jeunes qui sont extrêmement ouverts à l'idée et qui voient en quoi c'est un plus d'apprendre et de vivre en français dans une nouvelle langue, donc qui sont très ouverts à suivre des cours de français, que ce soit à l'Alliance française. On a créé un partenariat avec l'Alliance française également de San José pendant qu'on était là-bas. Donc on leur en parle également. On leur dit voilà, que s'ils ont envie d'avoir au moins un niveau opérationnel et pour venir au Québec, c'est une bonne chose. Il y en a beaucoup qui se sont montrés très motivés. Voilà, puis une fois qu'ils arrivent ici, heureusement, il y a les cours de francisation. Donc, ils continuent sur cette lancée-là. Mais disons que, oui, c'est un peu plus difficile, forcément, que si on était anglophone. Mais en même temps, c'est un plus, c'est une différence. Et ça permet aussi d'avoir des gens qui sont très motivés. Et il y a beaucoup aussi de cours de francisation. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la francophonie au Québec, donc ça aide également. Comment ça se passe une journée type pour deux personnes? Là, le Costa Rica, c'est grand. Là. Comment ça se passe? Vous partez de Montmagny, vous allez... vous l'avez dit qu'il y avait un sommet de la francophonie, mais comment vous faites pour recruter des gens? On sait que les besoins sont immenses, particulièrement dans notre région. C'est quoi une journée type pour deux personnes comme vous là, qui arrivez dans un pays comme celui qu'est le Costa Rica? Alors, comment ça se passe? Déjà, c'est quand même un gros travail en amont. On a quand même contacté des organismes et notamment surtout des universités pour prévoir des sessions d'informatique. Vous avez déjà des contacts établis là-bas avant d'arriver? Oui, on a déjà des contacts établis sur place, notamment avec la CCI. Et moi, avant, j'avais fait un stage dans l'ambassade de France au Costa Rica, ce qui m'a permis d'établir des contacts notamment avec les universités. Donc du coup, on a pu en fait, on a ciblé tout simplement, et on a pu organiser des sessions informatives sur place. Voilà, on n'a pas voulu venir au Costa Rica uniquement pour le week-end francophonie, mais on a vraiment voulu développer quelque chose en rencontrant les étudiants. C'était vraiment très très ciblé. On a rencontré des étudiants qui étudiaient le français, mais on a aussi rencontré des étudiants en tourisme. Tout à fait. Donc, et puis via le week-end de la francophonie, on a rencontré d'autres personnes plutôt de lycée. Donc voilà, ça s'est un petit peu élargi. Et puis il y a beaucoup de gens également qui en entendent parler via tous ces réseaux-là et qui décident de venir nous voir. Donc voilà, c'est assez large, c'est beaucoup de travail en amont et ensuite on cible et une fois sur place, c'est facile de se faire un réseau et puis ensuite on trie les candidatures en fonction des besoins de nos entreprises. Et ce qui a fait aussi le succès de notre présence, notre MRC, c'est aussi grâce à la CCI France-Costa Rica qui a eu l'occasion de passer sur la chaîne nationale Teletica au Costa Rica qui a parlé justement de notre venue, donc ça a contribué un peu à la motivation générale de venir nous rencontrer. Oui. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? On a reçu une dizaine de candidatures. De candidatures sérieuses. Donc là, on est en train justement de voir avec eux. Il y a certaines personnes qui ont un très bon niveau en français, donc on essaye de les matcher avec des entreprises. On leur donne toutes les informations également en amont sur les permis de travail. Et puis pour ceux qui n'ont pas de niveau de français, on leur parle de l'Alliance française. On est en train de développer un partenariat vraiment avec l'Alliance française. On essaie de débloquer des fonds pour qu'ils puissent suivre des cours de français en amont.
Voilà, on essaie vraiment de construire tout ça. Donc, Et si je peux rajouter quelque chose, les retombées, il faut les voir plutôt sur le long terme. Parce que c'est essentiellement des étudiants que nous avons ciblés, parce que les programmes, les permis facilitants sont destinés à un public âgé entre 18 et 35 ans. Et les personnes que nous avons rencontrées sont souvent des étudiants. Donc c'est-à-dire qui n'ont pas encore fini leurs études et qui voient un projet un peu plus sur le long terme. Donc avant qu'il y ait vraiment de réelles retombées, il va falloir se montrer un petit peu patient. Mais voilà. Mais en tout cas, on a reçu beaucoup, comme dit Lola, de candidatures sérieuses d'étudiants qui ont vraiment un projet, pas seulement temporaire, vraiment un projet d'installation ici au Canada. Et comme dit Lola, la motivation supplémentaire, c'est le français. Voilà. Peut-être que certaines personnes vont aller en zone anglophone plus par défaut, mais au Québec, il y a vraiment une volonté, c'est d'améliorer son français, c'est de mettre en pratique son français et de voir autre chose que la France. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Costa Rica, ça reste un petit pays. Il y a beaucoup de gens qui sont formés, mais en fait, le marché du travail est très vite saturé. Donc en fait, il y a beaucoup de jeunes qui étudient dans certaines filières, mais qui n'ont pas les débouchés professionnels au Costa Rica qu'ils attendent. Donc la mobilité se présente vraiment comme la solution pour pouvoir se développer professionnellement. Donc c'est pour ça aussi qu'on cible les jeunes et les étudiants, parce que quand on est jeune, qu'on vient de sortir des cours, on va être plus à même à pouvoir bouger et à pouvoir aller s'installer dans un autre pays pour pouvoir se développer professionnellement. Donc il y a aussi beaucoup cette mentalité-là, ce qui est très intéressant pour nous. Est-ce que vous cherchez plus des professionnels ou pour répondre aux besoins, parce que votre mission, c'est de répondre aux besoins des problèmes de main-d'œuvre dans la région, là, de répondre aux manufacturiers. Est-ce que c'est plus des professionnels? Est-ce que c'est des médecins, des docteurs ou des gens plus des opérateurs de machinerie? Il y a de tout. Le Costa Rica, c'est un pays, en tout cas nous dans les universités qu'on a pu rencontrer, ça va être plus dans l'éducation des professeurs. C'est le tourisme aussi. Le tourisme. Ouais. Comme c'est un pays dont l'économie est très centrée sur le tourisme, donc forcément ils ont favorisé l'apprentissage des langues. Et c'est une économie donc, qui est tournée vers le tourisme et beaucoup de formations aussi en tourisme. Et c'est pour ça aussi qu'on a ciblé la formation à l'université hispano-américaine, qu'on a voulu s'adresser à ce public-là, parce que nous justement on a aussi une région touristique. Donc on pouvait peut-être développer un lien entre nos deux territoires sur cet aspect-là. Donc il y a certains secteurs. Donc ce que je comprends, c'est que dans vos démarches, avant de vous inscrire ou d'aller de procéder à une mission, vous analysez un peu le pays, à savoir quelle sorte de main-d'œuvre on peut ressortir de Exactement, ces pays-là. quels sont les talents particuliers de ce pays-là. Voilà. Donc ça va être le tourisme pour le Costa Rica, ça va être le tourisme pour la Martinique également, ça va être des professionnels formés, diplômés. Donc on va plus partir sur je pense plus tout ce qui touche à la communication, par exemple, voilà, ce type de poste pour le Costa Rica. En France, ça va être plus tout ce qui est agriculture, service à la personne, ça peut être le manufacturier également. Donc voilà, on cible suivant les pays et suivant les talents. En quelques secondes, quelle est votre prochaine étape? La prochaine étape, c'est étendre les partenariats. Continuer sur cette lancée et puis continuer également à développer le partenariat avec le Costa Rica, puis en développer d'ailleurs, avec d'autres pays. on a prévu d'autres sessions informatives, mais qui se tiendront cette fois-ci en ligne pour rencontrer encore plus d'étudiants. Parce que quand on est allé, c'était la période des vacances scolaires. Mais on a quand même réussi à rassembler beaucoup de monde, donc ça a été une vraie fierté pour notre MRC. Mais on veut continuer vraiment dans ce processus et à rassembler plus de monde. Oui, et puis on est très heureux de pouvoir y aller et de pouvoir faire la promotion de la région de Montmagny, ses opportunités d'emploi et de pouvoir faire rayonner la MRC. Un ne va pas sans l'autre. Exact. Vous faites la promotion de Montmagny, mais en même temps, vous faites du recrutement. C'est ça. C'est gagnant sur les deux, sur les deux côtés. Ça. Merci beaucoup. Merci bien. Tenez-nous au courant de vos prochains efforts que vous allez faire en ce sens-là, parce qu'il y a de besoins criants dans la région. Oui, j'ai dit criants, je pèse les mots. Des entreprises, même, il y a des contrats qu'on doit laisser sur la table parce qu'on manque de main-d'œuvre.
Alors, on a besoin de gens comme vous pour nous représenter puis aller nous chercher du monde. Oui, tout à fait. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lola Vidal, qui est agente en mobilité internationale, et Gaël Alciret, qui est agent de développement en immigration à la MRC de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. CMA-TV est en vacances et dans quelques instants, on s'entretiendra avec l'auteur Brian Perrault qui a fait paraître un livre ce printemps, livre d'horreur pour la toute première fois. Et on vous rappelle également que pour toute l'information, vous n'avez qu'à nous suivre sur notre page Facebook ou encore au cmatv.ca. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est quoi, plus de petits plats! Les insectes commencent à se réveiller, il y a des déchets partout par terre, c'est merveilleux! Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Chez Matériaux Blanchette à Saint-Pamphyl, nous sommes à la recherche actuellement d'un mécanicien industriel avec plusieurs horaires. On vous invite à trouver votre place dans une entreprise durable qu'est Matériaux Blanchette. Avec ou sans CV, on veut vous parler. Alors, vous pouvez nous contacter au 88 356 33 44 au poste 543 ou encore faire parvenir votre CV à rh.pamphile@matériauxblanchette.ca. Mécanicien industriel avec plusieurs horaires, c'est ce qu'on recherche chez Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À la Maison de la Sérénité de Laval, le 16 juin 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Mariette Boudreau, épouse de M. Auguste Bélanger. Elle était la fille de feu M. Herménégilde Boudreau et de feu Dame Bernadette d'Amour. Elle demeurait à Laval. La famille accueillera parents et amis à la Maison funéraire Laurent Normand du 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le samedi 22 juillet 2023 à compter de 9 heures. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 heures à la salle commémorative du complexe funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier la Maison de soins palliatifs de Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Sérénité de Laval.
La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay, le 21 juin 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Marc Fortin, époux de feu Dame Simone Bacon. Il demeurait autrefois à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de la résidence Odette Blanchette de Sainte-Perpétue de Lillet, ainsi qu'à celui du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay, tout particulièrement au Dr Champagne, pour leur accompagnement remarquable et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 4 chemins du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, le samedi 22 juillet 2023 à compter de midi. Une cérémonie commémorative suivra le samedi à 14h à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial au bord de l'eau. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantais et Fils, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À Québec, le 23 mai 2023, à l'âge de 73 ans, entourée de l'amour de sa famille, est décédée Madame Carole Provost. Originaire de Malartic, elle était la fille de feu Dame Yvette Dorval et de feu Monsieur Oscar Provost. Elle a grandi à Tourville dans le foyer de feu Dame Marie-Rose Morneau et de feu Monsieur Gérard Blier. Un grand merci aux anges du CHSLD Saint-Augustin de Beauport pour les bons soins, la douceur, l'amour, le respect et l'humanisme partagés depuis les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause Bonheur, à l'attention d'Isabelle Lepage au loisir. Ces dons serviront aux activités du CHSLD afin de procurer du bonheur, de la bonne humeur et d'aider à garder l'éveil des résidents. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial gymnase de l'école de Tourville, 962 rue des Trembles, samedi jour de la célébration à compter de 12h30. Une célébration à sa mémoire aura lieu le samedi 22 juillet 2023 à 15h au même endroit. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Tourville. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C'est la Voix et Fils de la Durantais et Fils, 18 du foyer sud, Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 28 juin 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée Madame Solange Guimont, épouse de feu Monsieur Claude Hébert. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu Dame Antonia Bergeron et de feu Monsieur Joseph Émeric Guimont. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 22 juillet 2023 à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances, résidence funéraire de la Durantais et Fils, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Récit d'horreur aujourd'hui en compagnie de Brian Perrault. Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour, bonjour. C'est votre tout premier récit d'horreur qui paraît aux éditions ADA, La Bête de Gévaudan. C'est dans la fameuse série des contes interdits. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les contes interdits, si on prend des contes connus, comme Hansel et Gretel, Chaperon Rouge, entre autres, et on en fait des contes d'horreur. La Bête de Gévaudan que vous avez choisi d'utiliser pour cette série-là, je crois que ça allait de soi un peu là, pour vous. Bien, ça allait de soi parce que c'est une ancienne histoire de loup-garou. Ça se passe au 18e siècle, dans l'histoire originale, en France, dans une région qui s'appelle le Gévaudan. Puis le loup-garou, comme c'est un des mythes importants sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je connaissais déjà l'histoire, mais de la reprendre et de l'associer à une nouvelle histoire, de la réactualiser, ça a été un peu ça le défi. En me basant sur les prémices de l'ancienne histoire, la remettre dans un contexte d'aujourd'hui et trouver du sens, ça a été ça le défi un peu littéraire pour moi. Oui, parce que le conte de la Bête de Gévaudan, à prime abord, ce mythe-là, c'est pas très connu là, au Québec, pas sous ce thème, sous ce titre-là en tout cas. Non, c'est pas très connu. Cependant, c'est ça qui nourrissait le mieux mon propos. Puis on savait aussi que les livres seraient disponibles en France. Donc, à ce moment-là,
En fait, pour les Français, ça leur parle énormément. C'est une légende qui fait partie de leur culture et de leur folklore qui est encore présente, je dirais, dans les imaginaires. Vous l'avez dit, vous avez étudié le loup-garou. C'était un de vos sujets de maîtrise, entre autres, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce qui a pris tout ce temps avant que vous mettiez à l'avant la littératie d'horreur? Ça a pris deux choses. La volonté d'un éditeur qui m'en parle pendant 1 an et demi et auquel je dis non à chaque fois, et un cancer. Et le cancer qui m'a lancé, je dirais, pendant une bonne année et demie encore aussi dans les ténèbres. Et c'est en parlant de cette bête-là qui nous parle à l'oreille toutes les nuits et qui nous dit et qui nous fait sentir qu'on ne gagnera pas la partie et qui nous plonge dans l'angoisse que j'ai puisé les racines du personnage, la bête du Gévaudan, qui est une créature qui va envahir le corps du personnage et non pas le faire pourrir comme j'ai pourri moi, mais lui faire pourrir l'âme. Et quand l'âme commence à pourrir, c'est là que l'on crée l'horreur et que l'on peut peut-être rentrer dans un autobus puis foncer dans une garderie. Voyez-vous, c'est ça l'horreur, la véritable horreur, selon moi. Bien, c'est l'horreur qui peut arriver à tous les jours de façon inexpliquée, dans le fond. Bien, parce que l'homme est générateur d'horreur. Et souvent, on va dire, oh, mais la littérature mène à des actes... Non. La littérature, elle est toujours moindre que tout. Et, tu sais, la littérature, ça nous prépare à l'horreur, ça nous prépare à l'indicible, ça nous prépare aux choses que la nature humaine, que l'être humain est capable de créer, de faire. Entrer dans une école aux États-Unis avec un fusil, tuer des enfants, se promener à Nice en camion puis décider qu'on fait un ravage, être assis chez soi à Kiev et recevoir une bombe sur sa maison, ça, c'est de l'horreur. Et ça, c'est l'être humain qui le produit, pas la littérature. La littérature en parle et prépare l'homme à l'horreur. Avoir un cancer, moi je l'ai vécu, c'est horrible aussi. Et on peut rien y faire. Et on est complètement perdu et démuni parce que notre destin ne nous appartient plus. Il est dans les mains d'autres personnes. Ça aussi, ça peut toucher à l'horreur un peu. Donc voilà, ce sont mes thèmes d'inspiration. Ils sont pas très gais, mais ils font partie de l'œuvre. Peut-être avez-vous découvert la bête du Gévaudan grâce à Brian Perrault ce printemps. On va aller dans un tout autre registre dans quelques instants en compagnie de l'humoriste Michael Rancourt. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le 4 mai prochain, les Arts de la scène reçoivent Michael Rancourt. Bonjour. Allô, Maria. C'est un plaisir de te retrouver ici à Montmagny. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venu faire un spectacle ici. Alors, ça ira l'année prochaine, parce que le 4 mai l'année prochaine, mais le temps de me préparer. Le show va être rodé quand même pas mal après l'année prochaine, mais ça va être une belle visite pour moi pour mes 35 ans de carrière, effectivement. Le spectacle, je pense qu'il est très, très bien nommé, c'est Les Inoubliables. Oui, Les Inoubliables, c'est un spectacle d'imitation, bien sûr, avec toutes ces grandes voix d'artistes disparus mais jamais oubliés. Ça, c'est important de le mentionner parce que c'est les gens qui ont choisi le contenu de ce spectacle-là. Les gens ont répondu sur Facebook à ma demande, savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre dans ma tournée, de ma 10e tournée, finalement, de mes 35 ans de carrière. Et les gens m'ont donné de très belles idées. Les gens ont même choisi les extraits des chansons que j'allais imiter pour chacun que j'allais faire. Les gens ont choisi le titre du spectacle Les Inoubliables aussi. Alors, je pense que j'ai répondu vraiment à ce que les gens avaient envie d'entendre de moi après tant d'années, après 35 ans, finalement. C'est un beau défi, ça, quand c'est les autres qui choisissent? Bien, c'est un beau défi. Puis en plus, je me disais, qu'est-ce que je voudrais faire de spécial ce que les gens vont se sentir beaucoup plus encore. Ils vont dire, écoute, moi, j'ai déjà vu Michael Rancourt. Après 10 tournées, veux pas, tu as vu à peu près toutes les imitations que j'allais faire. Mais maintenant,
Qu'est-ce que ça vous tente d'entendre, vous autres, maintenant, pour le show? Alors, le résultat est là. J'ai beaucoup de plaisir à imiter toute sa gang-là. Il y a du Michel Louvain, Pierre Lalonde, Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Boule Noire, Dalida. Il y a René Angélil qui vient faire un petit tour du ciel pour me donner quelques conseils. Comment ça va rendu en haut comme ça? Puis ça a l'air que ça va bien. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Pierre Légaré, qui est décédé il y a quelques années, qui vient faire aussi un petit tour dans mon show pour donner il y a encore des questionnements, même encore rendu là-haut. Il y a ces questions toujours existentielles. Alors, je refais aussi Pierre Légaré avec un grand plaisir. Et le début, les musiciens sont sur scène avec moi. Il y a des projections sur écran qui présentent certains artistes que j'imite avec un peu plus de contenu pour expliquer un peu, faire connaître un peu plus ces artistes-là qu'on a connus il y a très longtemps. Que ça soit Joe Dassin, qu'on ne sait pas qui est né à New York, qu'on ne sait pas qu'il a vendu 50 millions d'albums dans sa vie malgré sa courte carrière. Alors, tout ça vient que ça fait un petit peu plus de contenu, beaucoup différent de ce que j'ai fait avant. Et le résultat est là. Les gens chantent, les gens s'amusent, les gens sont nostalgiques. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a qui dansent, il y en a qui frappent des mains, il y en a qui chantent, il y en a qui crient. C'est comme ça, puis c'est parfait. Donc, ça va être comme un spectacle de rêve de pouvoir revoir, réentendre ces artistes-là live. Effectivement. Puis bon, je n'ai que répondu à ce que les gens veulent entendre. Alors, c'est un heureux défi pour moi. Michael, tu es un des premiers humoristes à avoir fait autant les voix d'hommes que de femmes, mais c'est encore ce que tu vas nous proposer, là. Bien, un petit peu moins de femmes. Il y a une femme seulement dans le show, c'est Dalida, mais toutes les autres voix. Je voulais pas faire ce que j'ai fait avant, 50, 60, 70 voix à la fois dans le spectacle. Je l'ai fait, ça. J'avais plus le goût de faire ça. C'est pour ça que c'est les gens qui m'ont donné l'idée de le faire, ce show-là, avec leurs suggestions. Et j'en fais peut-être 25 dans le spectacle, pas plus que ça, mais je leur mets beaucoup plus un petit peu plus d'ampleur sur chacun, leur rendre hommage un petit peu plus longtemps à chaque que j'imite. Alors, je pense que c'est de vraiment leur donner toute la place à ces grandes voix-là qui sont disparues, mais jamais oubliées, bien sûr. La voix, c'est un muscle qui n'est pas toujours facile à travailler. Est-ce que tu as changé ta façon de travailler au fil des années? Je suis chanceux parce que, tu sais, quand on dit « ça fait 35 ans que je fais ça », là, les gens n'ont pas vu une tournée de moi, mais j'ai jamais arrêté de faire des spectacles. Ça a toujours continué. Je roulais ma bosse tout le temps, 40, 50 shows par année. Là, je reviens pour mes 35 ans, mais j'ai jamais arrêté. Alors, ce muscle-là a toujours fonctionné. Il fonctionne à tous les... Là, on se promène partout à travers la province jusqu'en 2024, automne 2024, fait que j'aurai pas vraiment le temps. Mais je m'ajuste un petit peu, mais pas tant que ça. Je suis chanceux, je suis privilégié d'avoir ma voix encore comme un jeune de 48 ans. Quoi, comme avoir 60, là, mais enfin, c'est ça. J'essaie de garder ma voix de 48 ans à 60, même à 60 ans. Ben, en tout cas, tu as encore ton cœur de 48 ans, mais moins, je crois. Je sais pas, mais je suis bien dans ce que je suis maintenant, effectivement. 35 ans de carrière, c'est quand même assez impressionnant. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent se targuer d'avoir autant d'années de carrière et d'être autant appréciés du public. Bien, je suis privilégié parce que cette tournée-là, je me rends compte que les gens sont au rendez-vous. Et ça, pour moi, c'est important. C'est pas moi qui choisis si je suis là ou si je suis pas là. C'est les gens qui viennent me voir. À partir du moment que les gens vont arrêter de venir me voir, ben moi, je vais arrêter de faire ça. Je le fais pour les gens, je le fais pour le public qui me suit depuis ce temps-là. Et bizarrement, quand on parle de ça, c'est pas des gens qui m'ont connu il y a 35 ans qui suivent, parce qu'il y en a plusieurs qui sont décédés là-dedans. Mettons qu'il y avait 40 ans dans le temps, on est rendu soit à 85 ans, mettons, là, ou 80, 85. Mais bizarrement, à chaque fois que je fais un nouveau spectacle, une soirée, et que je demande aux gens, est-ce que c'est la première fois que vous me voyez en spectacle? Et levez la main, j'ai 75 % des gens dans la salle qui lèvent la main. Après 35 ans, je me dis, mon Dieu, c'est une belle... Pour moi, c'est une belle découverte de voir que les gens ne m'ont jamais vu avant. Et là, je me dis, c'était le temps qu'on se rencontre après 35 ans. Et c'est assez spécial, assez surprenant qu'il y a autant de gens qui ne m'aient jamais vu en spectacle après tant d'années, mais c'est parfait. Ils viennent voir, je sais pas, là, il y a de la curiosité d'entendre des imitations. Je sais pas, je suis privilégié, je suis chanceux, je suis bien. Et tu as toujours autant de plaisir? Tout le temps. Tout le temps. Ben oui. Je pense que d'avoir du plaisir en faisant ce qu'on aime durant toute sa vie, ou presque. En tout cas, c'est le seul travail que j'ai eu le plus important, le plus longtemps dans ma vie. Je pense que si j'étais pas bien, je ne continuerais pas. Ça. Merci beaucoup. Merci, Marie-Ève. Alors, on va voir Michael Rancourt. C'est le 4 mai prochain du côté... C'est la salle Edwin Belland. La salle... Oh! Salle extraordinaire. Oui, très belle, cette salle-là. Hein? Oui, ouais, très belle. Oui. Donc, on vous invite 4 mai prochain avec les Arts de la scène pour rencontrer Michael Rancourt et ses Inoubliables. Merci.
On vient d'avoir une belle semaine de spectacles du côté de Place Montel. Et Mathieu Sirois nous annonçait justement ces spectacles avec un été chaud lors de la conférence de presse où Michel s'était rendu. Mathieu, c'est déjà presque 10 ans là, d'un été chaud. À quoi on peut s'attendre cette année? Bien, encore une fois, on est allé dans les lieux communs, c'est-à-dire des soirées thématiques, des soirées avec des groupes hommages, on joue sur la nostalgie. Il y en a encore une fois pour tous les goûts. Pour vrai, toutes les tranches d'âge vont y trouver leur compte. Ça, c'est aussi un souci, on en veut pour tout le monde. On veut que tout le monde ait au moins une soirée qui est à eux autres durant l'été. Puis là, je pense qu'on ne rate pas notre coup en 2023. Bon, tu nous parles de soirées, mais il y a des dîners aussi. On revient avec les pique-niques en musique. C'est une formule qui est quand même bien appréciée. Donc, à partir de 12h15, les mercredis, à partir de la semaine prochaine, du 19 juin. Donc, vers 12h15, vous donnez votre lunch, vous venez dîner avec nous autres. Tout le monde est sur la scène. Il y a des tables et des chaises. On écoute le spectacle. On est parti pour 5 midis consécutifs jusqu'à vers le 3/4 du mois de juillet. Là. Donc, avec différentes soirées, on va jouer dans la chanson francophone, dans la musique trad, dans le jazz. Il y a une thématique par midi. Donc, on vous invite à venir découvrir ces gens-là. C'est souvent des gens qui soit viennent un peu de la région ou qui ont participé à des festivals autour et il y a un groupe d'ailleurs cette année. C'était le coup de cœur du public dans ce festival-là. Donc, c'était logique pour le Carrefour mondial de l'accordéon, qui est notre diffuseur pour ce volet-là, de les amener à Montmagny puis de nous les faire découvrir dans le cadre d'un pique-nique en musique. Il y en a pour tous les goûts parce qu'il va en avoir également pour les enfants? Absolument, les gamins, les 4 lundis de juillet, donc à partir du 3 juillet. Encore une fois, on essaie d'y aller dans tous les styles. Donc, il y aura de la magie, il y aura du théâtre, de la chanson, du cirque. Il y en a vraiment pour tous les goûts pour les jeunes. Donc, les participants des différents camps de jour, des services de garde, les lundis à 13h, tout le monde, tout ce beau monde-là se réunit sur la place Montel pour assister à ces spectacles-là. Encore une fois, des spectacles qui sont gratuits. Donc, ce que je comprends, il y en a pour tous les goûts? Absolument. On essaie vraiment d'en avoir pour tout le monde. C'est le cas pour les pique-niques en musique, pour les gamins et aussi pour nos festifs, nos fameux festifs du vendredi soir. Là, encore une fois, on y va. C'est 7 soirées de spectacle. Une soirée de cinéma. Aussi, on va terminer la soirée avec du cinéma en plein air. Donc, on débute ça le 7 juillet pour nos festifs. Le tout premier, ce sera le 7 juillet avec l'hommage à CCR. On aura également un hommage à Led Zeppelin plus tard en saison, d'un des groupes locaux pour la soirée country du 4 août. Donc, une belle thématique country, un groupe local avec Linda Sans Souci pour les cours de danse juste avant. Le groupe Shake That, aussi une formation locale qui avait... des fois, il y a différentes moutures. C'est toujours très couru par la population. Les gens les connaissent bien. On va avoir une soirée hyper nostalgique le 14 juillet avec un hommage à Joe Dassin et ça sera suivi de Gilles Girard du groupe Les Classelles qui sera sur la scène pour chanter les plus grands succès, évidemment, des Classelles. Est-ce qu'ils ont d'autres choses que des succès? Et je pense qu'il se permet aussi quelques relectures de certains succès aussi des années 60, des autres groupes. Il y avait 4 milliards de groupes des années 60. Donc, il y a des succès, il y en a en masse. Franchement, là, on touche vraiment tout le monde. Et évidemment, dans nos à côté, on a un à côté un peu spécial cette année avec le week-end festif. Donc, ça va être vraiment de la musique plus pour les 18-35, le samedi 12 août, qui va suivre notre dernier soirée spectacle de l'été chaud, à proprement dit, le 11 août avec l'hommage à Led Zeppelin. Et on termine ça le 18 août avec du cinéma. Avec une aussi belle programmation, on va se souhaiter un été chaud. Un été chaud, si possible, avec du beau temps. L'année passée, on a été bénis. On s'attend au même traitement de Dame Nature cette année. Avec la grand-messe, probablement que vous allez être bénis cette année. On se le souhaite, on a mis toutes les chances de notre bord. Merci, Mathieu. Merci, Michel. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, c'était tout un panorama. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 418 248 1872 ou golfmontmagny.org. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.